à tous et bienvenue dans cette série de podcasts sur le thème des symbioses industrielles. Podcast réalisé par l'association Cap-Nord Entreprendre, réseau des acteurs économiques de Marseille-Nord. Dans cette série de podcasts, nous vous proposons d'écouter des témoignages de chefs d'entreprise engagés dans des démarches de coopération territoriale. Ils nous parleront notamment de synergies qu'ils ont mis en place avec leurs voisins, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer, des solutions qu'ils ont trouvées et surtout des bénéfices qu'ils ont retirés de ce type de démarche. Pour ce premier podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Donas de l'entreprise La Cabane des Délices, entreprise située en Charente-Maritime. Éric, bonjour, bienvenue. Dans un premier temps, pourriez-vous nous présenter votre structure ? Bonjour à tous et à toutes. Donc nous, on est une petite entreprise de 4 personnes. Donc moi-même en tant que chef d'entreprise et une salariée en CDI et 2 apprentis, première année, deuxième année en CAP pâtissier. Moi, ça fait 38 ans que je fais le métier, en pâtisserie, en boulangerie aussi. Et ça fait 18 ans que je suis maintenant à mon compte, entreprise que j'ai créée tout début 2003. Voilà, donc ça fait déjà quelques années où ça progresse très très correctement. On a toujours voulu dans notre entreprise mêler le côté traditionnel, hein, l'innovation avec quand même certaines matières premières, on va dire de maintenant, tout en gardant notre savoir-faire, puisque moi j'ai passé mes diplômes en 1983 et 1984, donc ça fait quelques petites années. Je travaille au maximum avec les producteurs locaux, donc moi je suis de Charente-Maritime, donc on fait de façon à avoir les œufs de Charente-Maritime, le beurre, la farine, etc. Un maximum de fruits évidemment, un maximum en bio, parce qu'on est très très bien gréé, on a beaucoup d'élevage, de maraîchage et tout ça, parce qu'on fait aussi une partie apéritif, donc une partie salée. Donc ça, c'est un petit peu notre force de tout faire nous-mêmes, de vraiment partir de matières premières de base, le maximum bio, le maximum local. Et après aussi, notre, on va dire, autre branche qui est vraiment très, très intéressante, c'est d'essayer de voir un petit peu le côté innovation dans le domaine du recyclage des déchets. On travaille notamment avec une brasserie qui est en bio, qui fait sa récolte d'orge et tout ça en bio, et avec qui on collabore très régulièrement afin de sécher une partie de ces drèches, donc les drèches qui sont les résidus de la fabrication de la bière, que l'on traite, que l'on sèche, que l'on déshydrate en fait, pour les mêler jusqu'à 30% dans des fabrications de petits sablés, style cookies, les petites galettes, hein, des bases de croquants aussi au chocolat. Donc ça permet d'éviter de gaspiller. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette collaboration ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous avez eu cette idée ? Comment ça s'est passé ? En fait, une personne de Cyclades, Monsieur Jallet, Thierry Jallet, qui est avec sa collègue qui sont venus comme ça, avec des résidus donc, de brasserie, donc avec les drèches dans un sac. Moi, je ne connaissais même pas ce mot-là il y a quelques années maintenant, je ne sais plus, 4-5 ans. Ils sont arrivés avec ce sachet de choses très, un petit peu comme si on avait 1 kilo de thé ou de tisane déjà infusé, voilà, tout plein d'humidité, tout quelconque, ça ressemblait à rien de spécial, à part qu'on voyait un petit peu ces grains d'orge complètement explosés, qui avaient fermenté et tout ça, évidemment. Et ils m'ont dit, voilà, ça c'est des déchets d'une brasserie, est-ce que vous pourriez en faire quelque chose? Alors, ne connaissant pas du tout ce domaine-là, je me suis dit, moi je suis partant pour beaucoup de choses. Il faut qu'on mette ça à plat, il faut qu'on en discute, il faut que je vois comment on peut s'en servir, quel goût ça a déjà en version telle que c'est là. Donc on l'a goûté, c'est vraiment pas bon tel que c'était. Je dis écoutez, moi cet après-midi, je devais faire mes papiers, mais je dis écoutez, je veux bien m'y pencher cet après-midi. J'essaie de vous sortir quelque chose pour 17-18 heures, si vous avez la possibilité de repasser. Ah ben me dit, alors ils étaient évidemment assez stupéfaits de ma réactivité. Et j'ai fait 2 essais. Et après, je me suis dit, ces résidus-là, il faut trouver un moyen déjà pour les conserver, parce qu'au bout de 2 jours, après, ça commence à sentir un peu la fermentation. Je me suis dit, je vais essayer de les sécher au four, hein, pour les sécher. Et en fait, au bout de 45 minutes, en mettant des très très petites couches dans des bacs en inox, en fait, ça sèche très bien et ça devient comme des herbes de Provence, au point de vue texture. Et en fait, déjà, quand on goûte ce produit-là sec,
Alors, je peux pas vous dire ça a goût d'anis, ça a goût de réglisse, ça a goût de quelque chose, parce que ça a vraiment le goût de la drèche pure, mais c'est bon. Déjà, c'était une bonne chose, c'est que le produit en lui-même pur, en l'ayant séché à 100 degrés, voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure, maintenant on se sert de l'inertie de fin de cuisson quand les fours sont chauds. En fait, on gaspille pas, on essaie de ne pas gaspiller de l'électricité pour sécher ces denrées-là, pour pas dire, voilà, j'économise d'un côté, mais de l'autre côté, je bouffe, je ne sais pas combien de kilowatts pour sécher mes produits. Donc, on se sert de la fin de cuisson, du pain, des pâtisseries, des biscuits, etc. Et en fait, ça va nous suffire largement pour sécher ce produit-là. Et là, on l'incorpore maintenant jusqu'à 30% dans notre poids total de pâte à cookies. Donc, si vous voulez, pour 1 kilo de pâte à cookies, grosso modo, avec nos denrées un peu normales, sur 1 kilo de pâte, on va rajouter 300 et quelques grammes de ce résidu, enfin de cet ancien résidu qui était résidu avant et qui est devenu à part entière un produit où, voilà, où c'est bien marqué dessus que c'est des cookies avec drèche. Donc évidemment, beaucoup de clients nous demandent ce que c'est la drèche, hein, comme moi il y a quelques années. Donc je leur explique la démarche évidemment. Et je les fais goûter, évidemment, parce que si on ne fait pas goûter, on a beau avoir de belles paroles, ça ne pense pas à grand-chose. Et puis maintenant, ben, on livre en plus de notre magasin où ça tourne pas mal, on livre aussi des petites épiceries locales qui travaillent beaucoup en bio ou en tout cas en local aussi, comme moi. Et, euh, et ils vendent plus de produits avec drèche que les mêmes sans drèche, venant du même endroit. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est même plus que pas mal, c'est vraiment un beau succès et une belle innovation. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez, nous donner des précisions justement sur le point de départ de cette innovation? Pourquoi cette brasserie, elle est venue toquer à votre porte, avec ces résidus? Comment ça s'est fait? Vous étiez déjà inscrit dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale avant? Vous étiez accompagné? Donc eux me connaissaient, mais c'est surtout avec Cyclades, donc du pays de Surgères, de la communauté de communes de Surgères, qui sont eux les précurseurs, enfin comment dire, les personnes qui recherchent ou qui mettent en contact des personnes qui ont des déchets, entre guillemets, qui pourraient à leur avis à eux, sans être du métier, sans être ni de la boulangerie, ni de la pâtisserie, ni cuisinier, mais en tout cas, ils ont des idées, des fois farfelues, mais qui mènent toujours en s'y posant un petit peu, en y réfléchissant, qui arrivent très très souvent, voire toujours à des finalités tout à fait constructives. Donc, c'est eux qui m'ont ramené les drèches donc, de cette brasserie bio, dans le sachet, parce que ils travaillaient un petit peu avec eux. Et ben on va dire, le cercle s'est fait entre nous trois, entre Cyclades et, euh, et la brasserie. Et puis maintenant, ben, on passe directement ensemble, on s'appelle. Lui, quand il brasse, il m'appelle ou il m'envoie un SMS en me disant tiens, je brasse tel jour, enfin telle nuit, parce que lui, il brasse la nuit. Donc demain matin, après-demain matin, si tu en veux, tu peux venir. Donc moi, j'en prends 10-12 kilos, très très humide. Donc une fois sèche, ça va m'en faire 3 kilos, 3 kg 5, un truc comme ça à peu près, hein. Je perds 4 fois le poids en humidité. Et ça va me faire quelques jours, quelques semaines, ça dépend des périodes aussi, évidemment, hein. Et puis après, ben, voilà, il me rappelle, il me dit bah, tiens, des fois, dans une semaine, je vais brasser alors, tel houblon pour faire des bières de spécial, des bières de Noël, des bières plus ambrées, etc. Donc, il sélectionne ses matières premières lui aussi. Et il me dit ah, je pense que ça pourrait donner un produit final dans vos petits fours qui serait encore, non pas différent, mais un petit plus, un petit quelque chose. Donc, eh ben, je dis, allez, go, j'arrive. Donc, moi, j'y vais avant d'embaucher. À 5 heures du matin, je suis dans sa brasserie, je récupère et puis je ramène ça à mon boulot et c'est parti. Ça a l'air simple comme ça quand vous en Oui, parlez. oui, très très simple. Oui. Ben, surtout quand on est passionné, ça a l'air toujours très simple. Et alors, du coup, finalement, ça s'est mis en place de manière très rapide, d'après ce que je comprends. En combien Ouais. de temps, à peu près, vous avez pu parvenir, du coup, à ce partenariat et à ces nouveaux cookies? En fait, ce partenariat, il a été
plus que très rapide, on va dire, puisque en fait, il n'y avait pas entre nous, entre la brasserie et puis notre part, il y a pas de contrat. C'est-à-dire que je prends chez eux, mais quand je prends plus chez eux, voilà. Sachant qu'en plus, il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que lui, il m'a dit non, 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 moi quand je brasse, j'en jette 300, 350 kilos. Parce que quand il fait des tournées de fabrication de bière, il ne va pas faire 5 litres, évidemment. Donc lui, il en jette 400 kilos, mais moi, même si j'en prends 10%, c'est le grand maximum à chaque fois qu'il va brasser, parce qu'il brasse tous les 15 jours, 3 semaines. Donc pour lui, que je le prenne ou que ça parte dans les champs pour refaire de la terre, refaire du terreau, je ne vais pas dire que ça lui est égal. Il préfère ce contact-là, que ça ait une deuxième vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne lui change rien. Évidemment, il a son petit sachet de cookies ou de temps en temps, évidemment. Et ça, c'est. Mais il y a pas de rapport de prix à dire voilà, en 2020 c'était le prix, mais en 2021 ça va passer à tel prix. Donc pour moi c'est une matière première, même si j'ai à la traiter, à la travailler, c'est quelque chose qui me coûte, enfin entre guillemets pas cher, quoi, puisque c'est quelque chose qui part normalement en déchets purs et durs. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail des bénéfices que vous avez pu retirer de ce projet? Il y a des bénéfices économiques, j'imagine, du fait que c'est des matières premières qui sont gratuites pour vous, d'après ce que je comprends. Oui, ben voilà, hormis quand même d'aller les chercher, bon, j'ai pas énormément de route, mais j'ai une dizaine de kilomètres pour y aller. Hormis ça, hormis le séchage, donc le traitement pour que ça se conserve et pour que ça puisse être utilisable. Bon, comme je vous dis, j'essaie de au maximum, comme dans tous les travails, dans toutes les fabrications que l'on fait, on essaie de minimiser le coût horaire évidemment, le coût en électricité, enfin, bon, etc. Donc toute cette partie-là fait partie intégrante du prix de vente final, hein, de façon à dire, voilà, si j'ai que pour 5 euros de matières premières, ben, je peux me permettre de les vendre un peu moins cher, alors que les autres sachets qui sont à côté, qui ont des coûts matières premières un petit peu plus importants, puisqu'il n'y a pas cette récupération-là, ben forcément, c'est un prix qui est, par sachet de 150 grammes, qui est à 40 ou 50 centimes de différence. Et j'imagine qu'il y a aussi des bénéfices humains. Donc ça motive l'équipe, l'entreprise, quoi, hein. Et c'est ce qui fait vivre, la petite lumière, on va dire. Oui, et ce qui vous permet aussi de vous différencier, j'imagine, de vos concurrents et de vous faire un nom aussi sur votre territoire. Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, parce que quand Cyclade est venu, c'est pareil. Nous, on n'a pas, donc on a un magasin, on a un salon thé, on a 9 mètres de façade, voilà, on n'est pas minable non plus, hein. Mais on n'est pas dans une rue passante, principalement, je veux dire, les touristes qui passent, ils passent pas spécialement dans cette rue. Donc les clients qui viennent sont plus, depuis le nombre d'années qu'on existe, plus par un bouche à oreille, soit qu'ils ont déjà acheté et ils reviennent, soit par un bouche à oreille, ah va là-bas parce que tu verras, machin, etc. Donc toutes ces petites choses font que l'entreprise arrive à exister, à perdurer tout simplement, quoi. Pour revenir au biscuit, on était aussi en collaboration, là j'y pense, là, on était en collaboration avec Emilia, qui est un laboratoire sur la commune de Surgères, en Charente-Maritime, donc. Et ils ont fait tout un tas d'analyses sur les dates limites. Donc ça nous a bien aidé, savoir si on pouvait les mettre en vente une semaine, 15 jours, 3 semaines, etc. Évidemment, pour la durée de vie du produit, sans qu'il y ait altération gustative, pas avoir un biscuit qui se ramollit ou qui moisirait au bout de quelques semaines. Donc ça a été une bonne collaboration, des très bons conseils de toutes ces personnes qui font les analyses. C'est aussi pointu en fait qu'une analyse de sang, quoi, hein. Donc on en connaît un peu les tenants et les aboutissants. Et ça aussi, c'est un rapport humain très enrichissant. Et justement, c'est bien, vous devancez mes questions. J'allais vous demander s'il y avait des difficultés particulières que vous auriez rencontrées du coup, et comment vous avez fait pour les surmonter. Non, parce que les difficultés, en fait, on va dire, grâce à notre équipe, grâce à nos années de métier, grâce un petit peu à tout ça, et puis après à la communication qui s'est fait par Cyclade et tout ça, disons qu'eux, ils ont une pépinière d'entreprise. Enfin, ils sont en parallèle avec une pépinière d'entreprise qui ont tout un tas de petits projets, alors de monter une supérette dans un village, mais pas que. Et en fait, ils donnent un petit peu les coordonnées de chacun
à toutes ces personnes-là. Et en fait, on se contacte, SMS, téléphone, mail, bon, tout ce que l'on connaît, de façon à dire, voilà, moi, je propose tel et tel produit, tel et tel service. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous voulez venir visiter le labo pour connaître un peu où est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que vous voulez venir goûter? Est-ce que vous voulez que… Voilà. Donc, toutes ces petites choses-là qui font un cercle de personnes qui partent dans la même direction. Vous, si vous aviez un bilan à dresser, lequel serait-il? En termes de bénéfices, c'est très difficile à dire puisque entre les ventes du magasin et après, on va dire ce qui est vendu dans les petites COP, enfin les petites épiceries, on va dire, de quartier qui n'ont pas l'appellation COP, hein, ce qu'on dit COP, mais ça reste un nom. Où là, il y a une facture, donc forcément, il y a une trace. Après, quand le client achète un sachet ou deux au magasin, ça passe dans l'enregistrement du chiffre de la journée, si vous voulez. Donc ça, c'est plus difficilement quantifiable parce que ça rentre dans les quantités autant du pain que les autres pâtisseries que l'on fabrique. L'enrichissement maximum, il est côté rapport humain. Puis ça c'est très important parce que quand on parle de la fabrication de ce produit-là par rapport au même sachet qui est à côté, enfin à un autre sachet qui est à côté, quand on en parle au client, puisque c'est quand même lui qui va faire tourner la boutique, à partir du moment où on lui dit voilà, ça vient de tel endroit, ça vient de la brasserie qui est à 6 km d'ici. Ah bon, il y a une brasserie, où ça? Alors je leur explique. En plus, ils sont en bio. Ah bon? Et je leur donne un flyer, et puis etc., etc. Et quand je vais chercher mes drèches, je me dis ah bah tiens, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils venaient de ta part. Donc voilà, donc tout ce lien-là, tout ce petit bouche à oreille, tout ce petit cercle se fait tranquillement et ça nous fait notre petite pub qui est très valorisante et les clients y vont les yeux fermés. Voilà. Merci. C'est très inspirant en tout cas tout ce que vous dites. Je me permets juste une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux autres entreprises d'autres territoires que le vôtre? C'est pas simple de conseiller parce que voilà, moi je suis dans l'artisanat pur, hein, je ne cherche pas à avoir ni les chevilles qui enflent, ni prétendre, on va dire, conseiller des personnes. Mais déjà, c'est d'y croire et surtout, en fait, un petit peu à l'image de l'entreprise, on n'a jamais mis les mêmes, tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Grâce à ça, par rapport au Covid, on a réussi à passer, même on a fait un peu de baisse de chiffre d'affaires, évidemment, il ne faut pas se le cacher, hein. Mais on arrive à s'en sortir quand même très correctement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une branche, hein. Si c'est, on va dire, un arbre, s'il a 150 branches pour vivre avec ses feuilles, c'est qu'il y a une raison. Si on lui enlève toutes les branches, on lui en laisse plus qu'une, l'arbre, il aura du mal à vivre. Donc pour moi, l'entreprise, c'est un peu pareil. Elle a besoin d'avoir plein de branches différentes. Et nous, on fait voilà, autant pour 4 personnes, autant pour 300 personnes, autant de la partie salée, autant de la partie dessert, autant des pièces montées, autant du pain sans gluten, autant les gâteaux avec drèche, avec ces parties recyclables. Voilà, on donne des cours de boulangerie, on donne des cours de pâtisserie dans notre labo. Donc on a des matinées ou des après-midi où là aussi, on a tout un tas de SMS, de numéros de clients potentiellement volontaires pour savoir faire du pain, pour faire tel et tel gâteau. Et puis, quand on sait qu'on a un petit créneau de disponible dans le labo, on dit voilà, mercredi prochain, on va faire un cours sur le pain avec une farine petite épeautre, le vin. Vous aurez une feuille, la recette, les explications, etc. Donc, toutes ces petites choses-là ramènent un petit pourcentage de l'activité, en chiffre d'affaires évidemment, en plaisir évidemment, parce que c'est vrai qu'on sait que demain ou après-demain, il y aura un cours. Et qu'on embauche, c'est pas pareil que qu'on embauche, on va dire, en version normale, on va dire le tous les jours habituel. Hein, c'est pas la rengaine, c'est le petit truc. Tiens, on va avoir 8 personnes dans le labo. Donc le labo ne va pas fabriquer pour d'autres personnes. Le labo sera réservé pour les clients qui vont. Alors là, actuellement, pendant le Covid, on n'avait pas droit, mais on va à nouveau avoir droit assez rapidement. Donc chacun ramène son tablier et chacun se lave les mains. Et puis ils ont le labo pour eux, avec moi et l'ouvrière comme guide et comme prof, entre guillemets. Et chacun est avide de conseils, de gestes, de tours de main et tout ça. Donc, toutes ces petites branches font que l'entreprise arrive à vivre. Et s'il y a une branche qui casse,
pour raison ou une autre, on ne peut plus faire, notamment là, les cours de boulangerie ou de pâtisserie, et ben, on a quand même toutes les autres branches qui sont là et qui font quand même vivre cette entreprise ou cet arbre, comme vous voulez. J'aime beaucoup l'image en tout cas. Je la trouve très vraie. C'est tellement vrai. Je veux dire, si on coupe tout et qu'on lui laisse une seule branche, le pauvre arbre, il aura du mal à tenir, quoi, hein. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Eric en tout cas pour ce partage. C'était vraiment très riche et inspirant. Vous avez parfaitement illustré la maxime rien ne se perd, tout se transforme et vous nous avez montré qu'écologie pouvait rimer avec économie. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à se concerter, partager et inventer de nouveaux procédés. Si certains acteurs du territoire nord de Marseille souhaitent s'engager dans ce type de démarche, d'ailleurs, je vous invite à nous contacter. Nous lançons justement notre projet Optimise, un projet qui vise à étudier les flux de matière sur le territoire nord de Marseille afin de favoriser la création de synergies comme celle que nous a présentée Eric. Synergies qui permettent à la fois d'optimiser vos coûts et votre empreinte écologique. Alors n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.